Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Alors aujourd'hui, on a de la chance parce que je suis avec François Leleu. Bonjour François, Eh bien, bonjour. Bonjour, je comment suis vas-tu? très, très bien. Très, très bien. Pleine forme. Alors François, je pense que nos auditeurs te connaissent, mais est-ce que tu peux quand même te représenter pour nous? Alors, oui, donc je m'appelle François Leleu, j'ai 67 ans et puis je pratique le jyotish depuis environ 30 ans. 30 ans. Donc, je n'ai pas toujours fait de l'astrologie indienne, de l'astrologie védique, puisque j'avais une profession, j'étais avocat. Et j'ai découvert en fait l'astrologie indienne le, par l'intermédiaire d'un ami qui avait suivi il y a une trentaine d'années un cours d'introduction au Jyotish. Il avait ramené quelques polycopiés. On ne parlait pas de photocopie, mais de polycopiés à l'époque. Des polycopiés de son cours en français. J'y ai jeté un coup d'œil. Il m'a expliqué quelques rudiments du Jyotish, surtout la maîtrise et les maisons. Et puis, très soudainement, la connaissance du Jyotish m'est apparue très simple et dès le lendemain, je pratiquais des consultations. Je commençais auprès de mes enfants, de mes amis, de mes proches, et puis ça fonctionnait bien. Alors, j'ai toujours pratiqué le Jyotish dans un sens spirituel, puisque depuis que je suis enfant, j'ai vraiment une démarche mystique. J'ai toujours cherché à m'unifier au divin, ce qui a bien fonctionné, puisque à l'âge de 20 ans, j'ai eu un éveil de Kundalini puissant, qu'il a fallu quand même réguler parce qu'un éveil de Kundalini, c'est pas n'importe quoi. Et donc, le Jyotish m'a été proposé sur mon chemin d'évolution spirituelle d'une manière très, très simple, alors que au préalable, je n'avais aucune envie ni de désir de pratiquer l'astrologie. Pour moi, c'était une connaissance qui était plutôt superficielle. Alors, Mm. j'avais comme référence à ce moment-là l'astrologie occidentale, bien sûr, hein. Et donc, j'ai découvert le Jyotish parce qu'effectivement, pour moi, c'est une voie sacrée, vraiment une voie sacrée pour s'éveiller, pour se découvrir et se rencontrer. Donc là, maintenant, je suis en retraite depuis plusieurs années et je pratique de manière un peu plus soutenue, du coup, l'astrologie, le Jyotish, en proposant des consultations, mais surtout des cours Mm. en Provence, hein, puisque j'ai quitté le Nord pour venir en Provence. Euh, voilà, en fait, mon parcours et comment je peux me présenter par rapport au Jyotish. Ah, ce qui est génial, c'est que du coup, toi, tu as un parcours qui est un petit peu, alors, pas un petit peu, mais qui est quand même assez atypique avec cet éveil de Kundalini et du coup, cette pratique mystique de l'astrologie. Donc, tu as une pratique de l'astrologie qui est très spirituelle. Et c'est vrai que souvent, quand on débute l'astrologie, on se dit, OK, il faut passer par ce biais du mental, ce biais enfin, ce biais de calcul, ce biais d'interprétation. Mais finalement, il y a cet autre aspect, et même l'unique aspect, qui est cette connexion spirituelle. Oui, oui, c'est ça. La chance que j'ai eue, c'est à travers l'éveil de Kundalini et les éveils successifs qui sont arrivés après, bien évidemment, mon mental s'est, on va dire, remis à sa place. L'ego, bien évidemment, a aussi pris une place qui était la sienne de manière très, très simple. Et pratiquant le Jyotish, avec ce fonctionnement d'un être éveillé, je me suis rendu compte que le Jyotish, donc la position des planètes au moment de votre naissance, cette position-là va vraiment donner un GPS extrêmement précis de tout ce qui doit être transmuté dans l'incarnation. Je parle de karma, de désordre. Je vois bien qu'il faut transmuter certains désordres karmiques pour atteindre son, en fait, pour atteindre cette connexion avec sa pleine conscience, avec son essence euh, primordiale. Donc, c'est vraiment, vraiment fondamentalement le but du Jyotish, puisque ce Jyotish fait partie des Védas, qui est un texte sacré de l'Inde. Les Védas ont été euh, cognisés, c'est le terme qu'on emploie en anglais, cognisés par des rishis, hein, ces grands maîtres qui avaient pour le coup pas d'ego, pas de mental et pas de corps émotionnel. Ils ont perçu directement la connaissance des Védas, donc du Jyotish, sans passer par le mental,
Donc, ils avaient une vision extrêmement pure, extrêmement claire de cette connaissance. Et donc, lorsqu'on récupère la connaissance qui nous a été transmise depuis des millénaires et qu'on la pratique à partir d'un état de simplicité intérieure, bien évidemment, c'est une autoroute de lumière pour celui qui pratique le Jyotish, mais aussi pour celui, surtout, qui reçoit la consultation. L'intérêt de faire du Jyotish hors mental, c'est bien évidemment d'être dans des mouvements intérieurs de conscience qui vont être extrêmement subtils, extrêmement sensibles, extrêmement puissants, et qui vont exprimer la vérité de ce que le natif, celui qui entend la consultation, doit recevoir. Donc, c'est une sorte de, comme on dit en sanskrit, de yagya, d'action parfaite. Lorsqu'on fait une consultation à partir du soi, à partir de son être, face à quelqu'un qui est en recherche, c'est un yagya. Donc, c'est une action parfaite. Et ça permet à l'autre, bien évidemment, de se découvrir. À charge, bien évidemment, pour cette personne de continuer le travail. L'astrologue ne fera pas, bien évidemment, tout le travail, mais il va pouvoir déverrouiller vraiment des nœuds karmiques. Il va permettre d'apaiser le cœur affectif. C'est important, parce que le cœur affectif, dans ce type d'incarnation que nous vivons, dans ce type d'atmosphère terrestre, le cœur affectif est quand même pas mal chamboulé. Et puis, le cœur spirituel va aussi être ragaillardi par ces informations que le Jyotishi va lui donner, puisqu'en fait, lorsqu'on voit un thème, lorsqu'on le regarde, on voit le fonctionnement de l'âme. C'est la première chose que l'on voit. Et lorsqu'on voit un fonctionnement d'âme, il n'y a que de la vérité, que de la puissance, de la douceur, de la tendresse et de l'amour. Et lorsqu'on remet dans le cœur de cette personne ces informations, elle va pouvoir se reconnecter très simplement à elle-même. Et ça, c'est magnifique. C'est beau, et c'est vrai qu'en plus tu parles de yagna. Moi, ça me fait penser au feu purificateur. Il y a un petit peu ce rôle de venir aussi allumer cette mèche pour du coup commencer à se purifier, commencer à faire ce travail du coup de dépouillement aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est essentiel. Oui, oui, c'est très juste ce que tu dis. Le dépouillement. Oui, celui qui reçoit une consultation en Jyotish n'est pas là pour avoir encore un maximum d'informations, maximum de concepts mentaux. Il faut que la personne qui reçoit une consultation puisse être apaisée, et en même temps, il faut que cet apaisement lui permette de lâcher prise, lui permette de ne plus se projeter d'une manière égotique. Il faut que cette consultation lui permette vraiment de se dépouiller, c'est le terme que tu emploies, de se dépouiller de tout ce que la personne porte, mais qui n'est pas relié à sa propre essence. C'est vraiment ce terme dépouiller. C'est pour ça qu'on a dans le Jyotish 2 planètes de dépouillement, Saturne et Ketu, Shani et Ketu, qui en fait sont des planètes d'une grande puissance pour dépouiller. Et elles sont expressément décrites par les rishis comme étant des planètes d'éveil spirituel, de lâcher prise, de dépouillement, de renoncement. Et on renonce à quoi? On renonce pas à la vie, on renonce à l'identification à l'ego, on renonce à ses projections émotionnelles, on renonce à utiliser le mental comme source de vérité. Oui, c'est tout à fait ça, le dépouillement. Oui, c'est très, très juste. Très juste. Et c'est vrai qu'en astrologie, alors soit les retours de Saturne, soit les Sadesati, soit les périodes de Ketu, bon, en général, c'est vraiment des périodes d'éveil spirituel. Alors, faut pouvoir aussi l'accepter, et c'est à ça que sert l'astrologie, c'est-à-dire, bon, bah là, il y a une perte de matériel, mais donc du coup, vers quoi il faut se tourner? Parce que quand on a été un petit peu formaté avec ce monde matériel, parfois, voilà, l'astrologie peut aider à dire, OK, il y a une autre direction qui est possible. Oui, oui, oui. Oui, bien évidemment, on est dans une société où on est tourné vers l'extérieur, vers le monde matériel. Le bonheur, généralement, est perçu par les gens comme étant une acquisition de biens, une acquisition de position sociale, professionnelle, familiale, même spirituelle. Hein. Donc, tout est tourné vers l'extérieur. Alors qu'en fait, c'est vers l'intérieur que l'on trouve toute la vérité. Le Jyotish, à travers les prédictions, puisqu'en fait le Sadesati, qui est ces moments si particuliers qui arrivent environ tous les 30 ans
et qui durent environ 7 ans et demi et qui vont chahuter parce que Saturne passe au-dessus de la maison 12, 1 et 2 de la Lune. Bien évidemment, ce Saturne qui est une planète de transformation profonde, lorsqu'on vit des périodes de sadhisati difficiles, ce que tout le monde ne vit pas, mais il y a des sadhisati qui sont terribles, hein. Bien évidemment, à ce moment-là, le Jyotish peut proposer des moyens correctifs, bien sûr, hein, que ce soit des mantras, des pierres, des yagyas ou autres. Mais le Jyotish va surtout donner des dates, va permettre d'apaiser en disant, voilà, là, vous commencez une nouvelle période de transformation intérieure qui va aussi s'exprimer par une transformation certainement professionnelle, qui peut aussi se faire par une transformation familiale. Vous risquez d'être dans une zone de turbulence pendant 7 ans et demi. Cette zone de turbulence est légitime. Elle fait partie de ce que vous devez vivre pour pouvoir accélérer votre processus d'évolution vers vous-même. Bien sûr que l'inconfort et la souffrance peut exister pendant ce moment-là. Sachez que c'est un moment qui est privilégié. Et à la fin des 7 ans et demi, 8 ans, 7 ans et demi en gros, vous allez vous retrouver lavé et essoré, comme si on passait dans une machine à laver. Mais effectivement, ces périodes planétaires sont extrêmement précises. En fait, il existe un processus d'évolution pour chacun, que l'on voit par l'intermédiaire des différentes périodes planétaires qui se succèdent en fonction de la position des planètes dans telle ou telle maison et dans tel ou tel signe et dans telle ou telle dignité. Et on va voir aussi que ce processus d'évolution, il est extrêmement précis. Rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Si vous passez d'une période de Jupiter qui dure 16 ans, Jupiter est quand même une planète la plus sympa et la plus bénéfique, vous passez après dans la période de Saturne qui dure 19 ans, qui est, Saturne peut être aussi sympathique, mais qui est chargé de renvoyer le karma le plus lourd, bien évidemment, il va y avoir un changement d'existence. Mais si au préalable, vous avez la connaissance de cette période de Saturne qui va arriver, qui peut être difficile, qui peut ramener un certain sens de la solitude, une certaine rigidité, une certaine souffrance psychique et puis une certaine destruction de ce que vous avez créé, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez traverser cette période avec beaucoup plus de joie et d'allégresse. Et plus on est joyeux, plus on est conscient, plus on est vigilant, plus en fait le karma se transmute très, très rapidement. Le karma va être vécu de manière très difficile si on résiste. Si on résiste à ce que en fait, l'univers nous envoie. Et l'univers ne nous envoie pas que des choses sympas. Et l'univers va nous envoyer des choses qui sont rudes à certains moments parce qu'on doit être pris à certains moments, même si ce n'est pas spirituellement correct de le dire, on doit être, à certains moments, on doit être chahuté. Parce que l'ego doit être chahuté. L'ego est extrêmement ancré chez certaines personnes et il faut être chahuté. En tout cas, encore une fois, c'est l'expérience que j'ai de ces périodes planétaires compliquées. Oui, et puis ça fait référence à ces attachements qu'on a, ces attachements au monde matériel, que ce soit les relations, que ce soit le travail, que ce soit en fait finalement tout ce qui touche à notre monde matériel, même au sens de soi, de qui on est. Des fois, on a besoin de se détacher, de se remettre en question pour pouvoir avancer spirituellement, et surtout dans cette spiritualité qui parfois peut avoir tendance à être toute rose et toute un peu jolie et whoopi-whoopi, se dire que ben non, c'est légitime, encore une fois, comme tu l'as bien dit, de vivre en fait des périodes qui sont difficiles et autant apprendre à manœuvrer le bateau avec le joystick en se disant, bon, ok, je vais traverser une tempête, c'est quoi les meilleurs moves à faire pendant ce transit, plutôt que de simplement se laisser en fait ensevelir par la vague. C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, c'est vraiment exact. C'est-à-dire que dans certains karmas, dans certains dharmas, les tempêtes peuvent être extrêmement rudes. Et je suis le premier à en témoigner parce que j'ai vécu, même après l'éveil et surtout après l'éveil, on peut être amené à vivre des tempêtes extrêmement difficiles, extrêmement rudes, qui dépassent même l'imaginaire humain, tellement les souffrances peuvent être psychiquement terribles, ça peut être une apocalypse, un chaos total. On peut, certains, tout le monde ne vivra pas ça dans son existence, hein, mais certains vont vivre ce type de chaos et ce type d'apocalypse dans leur existence là. Et le Jyotish est extrêmement clair là-dessus. Il va vraiment donner des précisions sur les dates, il va donner les explications
et il va donner aussi les moyens pour pouvoir en fait quitter cette identité, ça c'est intéressant, quitter cette identité égotique que nous avons au profit de cette identité impersonnelle que nous sommes. C'est-à-dire que nous avons notre identité, elle est impersonnelle. C'est-à-dire que nous sommes bien évidemment individualisés, chacun est individualisé, chacun est différent, l'âme est différente, mais elle n'est plus, comment dirais-je, exprimée par l'ego qui, lui, en fait, cristallise une identité très, très forte. Et dès que l'ego cristallise une identité, dès qu'on est, en fait, soumis à sa projection et soumis à son fonctionnement, eh bien, en fait, on va tout rigidifier dans notre existence. On va tout casser, on va tout broyer, et puis on va surtout se protéger de tout parce que l'ego a peur de tout. L'ego, par définition, est un… Mais alors, comment dirais-je, un peureux de première qualité. Il a peur de tout. Il se considère comme étant celui qui sait, il se considère comme étant celui qui doit diriger l'existence de l'âme, et il a peur de tout. C'est un peureux. Pétochard de première. Donc, bien évidemment, la transmutation du karma, de tous les désordres émotionnels et autres qui proviennent des actions passées, en fait, vont libérer des tas d'espace à l'intérieur de notre champ de conscience. Libérant de l'espace dans notre champ de conscience, on se perçoit plus, on se ressent plus, ça c'est naturel, il n'y a aucun effort à faire. L'ego ne peut plus intervenir puisqu'on se perçoit dans son domaine, dans sa vie intérieure. Et l'ego, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on transmute les énergies karmiques, l'ego ne peut plus créer des activités parasitaires à l'intérieur de ce champ de conscience. Et moins il y a d'activités parasitaires, plus on se voit. Et plus on se voit, plus il est naturel d'être dans la simplicité, l'humilité et l'absence de projection et l'absence de désir égotique. Il reste des désirs de l'âme, ça c'est clair, mais qui n'ont rien à voir, bien sûr, mais rien à voir avec les désirs de l'ego qui veut prendre. Il veut prendre l'ego. Il veut prendre ou alors il refuse. Il est toujours dans ce mouvement-là, puisque lui se considère comme étant un être qui a des besoins et qui doit surtout refuser la souffrance. C'est ça l'ego. À un moment donné, quand tout ça est transmuté, eh bien, on arrive à son identité, à cette identité impersonnelle. Et je vois bien à travers les thèmes, parce que je suis des gens depuis très longtemps, puisque je pratique depuis 30 ans, et il y a vraiment des gens qui s'éveillent progressivement grâce au Jyotish en faisant tous les 6 mois ou tous les ans une consultation. On met des moyens correctifs en place, on fait le point 6 mois, 1 an après, on voit ce qu'il en est, on ajuste les moyens correctifs, et progressivement, en fait, le Jyotish accompagne la personne vers son éveil spirituel, vers son éveil intérieur. Même si les thèmes, au départ, sont très compliqués, très durs, très rudes, parce qu'on a des thèmes en face de nous qui sont rudes, eh bien, si la personne a une puissance intérieure, si elle est déterminée, eh bien, elle pourra percevoir sur le champ de bataille dans lequel elle est, parce que certains sont dans des champs de bataille, elle peut percevoir déjà le soleil qui est au bout. Et si elle se focalise sur le soleil, elle va traverser le champ de bataille et elle va à ce moment-là, à un moment donné, arriver dans un état d'éveil progressif. Et j'ai vraiment des cas très, très précis de gens qui se sont éveillés. Moi, je trouve ça incroyable parce que déjà, ça rassure, entre guillemets, nos auditeurs qui seraient peut-être dans ce champ de bataille et qui ne verraient pas pour l'instant le soleil. Et moi aussi, ce que ça me fait dire, c'est que finalement, c'est important d'entretenir une relation avec l'astrologue avec qui on fait notre thème, peu importe qui on choisit. Et même si à un moment donné, bon, on doit changer pour X raison, c'est quand même bien d'avoir une relation de confiance avec la personne qu'on va voir. Parce que du coup, voilà, il y a vraiment cette relation presque de maître à élève ou de gourou à disciple dans une certaine mesure où l'astrologue, si lui aussi a pu vivre ses expériences spirituelles, il peut orienter les Oui, personnes qui veulent le voir. oui. Alors ça, c'est très, très intéressant ce que tu dis, parce que là, on voit bien ton intelligence, Justine, parce que tu perçois très, très bien les choses à chaque fois. C'est très clair. Et oui, en fait, ce qui est intéressant pour l'astrologue, c'est que cet astrologue ait pu vivre des choses difficiles dans son existence. Il faut qu'il ait pu aussi contacter la souffrance, qu'il ait pu contacter les limites, qu'il ait pu contacter en fait les désordres intérieurs.
et aussi les désordres extérieurs, le couple, le travail, la famille. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un astrologue qui a été cabossé par l'existence, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il a été formé. Il a été formé pour devenir un bon astrologue. Et oui, l'astrologue qui n'a pas connu les difficultés de l'existence, qui est toujours resté dans un environnement confortable, aura beaucoup de difficultés à percevoir la propre souffrance véhiculée par le karma de la personne à qui il fait la consultation. Moi qui ai traversé, après l'éveil de Kundalini, j'ai traversé vraiment des mondes très compliqués, des mondes infernaux, ça faisait partie de ce qui devait être vécu, hein. Eh bien, j'ai vraiment perçu, vu la densité, les différentes densités de souffrance, les origines de la souffrance, et j'ai perçu comment ça fonctionnait à travers les diverses périodes planétaires, les divers emplacements des planètes, etc. Donc, j'ai pu avoir une relation très claire avec ma propre souffrance que j'ai traversée, que j'ai mis en relation avec mon thème, puisque je connaissais mon thème, et j'ai pu en fait avoir un côté théorique et pratique. Et quand je fais un thème, je tombe sur des gens qui vivent des souffrances que j'ai pu vivre, moi, il y a 10, 20, 30 ou 40 ans, et je perçois instantanément la chose. Et donc là, je leur dis, regardez, cette souffrance-là, je la connais, je la décris, parce que je peux la décrire, et il y a différents systèmes de souffrance, et à ce moment-là, la personne est en confiance, elle se détend, et elle sait qu'elle va pouvoir transmuter tous ces retours de karma qui peuvent être vraiment apocalyptiques, hein, vraiment apocalyptiques, hein. Et ça, c'est une des conditions essentielles pour l'astrologue, c'est d'avoir, je ne dis pas qu'il faut qu'il aille spontanément dans la souffrance, mais il faut qu'il prenne en compte sa propre souffrance et sa propre histoire. C'est extrêmement important. On ne peut pas être un bon astrologue, à mon sens, dans le Jyotish, si on ne tient pas compte en fait de la dualité, c'est-à-dire de cet aspect de la tendresse, le bonheur, la joie, et en même temps, je dis bien en même temps, la souffrance, la solitude, la souffrance psychique, la souffrance physique. Le Jyotish n'est pas une connaissance de dualité. Le Jyotish englobe les deux. Elle prend dans ses bras autant la souffrance que la lumière, puisque la souffrance n'est que de la lumière tordue. Et à ce titre, lorsqu'on écoute beaucoup d'astrologues, lorsqu'ils parlent par exemple de Shani, de Saturne, ils vont considérer que Saturne est une planète maléfique, au sens où on l'apprend. En fait, aucune planète n'est maléfique. Aucune planète n'est maléfique. Elle renvoie un karma que nous avons créé, qui est un karma très lourd, et Saturne a accepté de renvoyer le karma le plus lourd, parce que c'est une planète d'amour incandescent et d'amour universel d'une puissance incroyable. Hein, eh bien, on voit bien que on doit considérer que les planètes sont des expressions de la source de la lumière, qu'elles expriment à travers leur spécificité de conscience divers domaines de l'existence, mais que ces planètes sont des consciences, que ces consciences sont en fait l'expression du divin, et que le divin, par les planètes, nous montre le karma que nous devons régler, mais qu'en aucun cas, les planètes ne sont maléfiques, même si elles renvoient un karma qui peut être extrêmement dur, parce que Saturne peut ramener vraiment des karmas extrêmement désastreux. Hein. Mais le Jyotish, c'est vraiment la science du tout. Donc, on ne met pas de côté tout ce qui est de l'ordre de la souffrance et du désordre, on l'accueille. On ne s'y vautre pas dans la souffrance, on ne va pas s'y vautrer, bien sûr, mais on va la prendre en compte. On va la conceptualiser sur un certain plan, on va en parler, on va en discuter et surtout, on va mettre les moyens correctifs et on va en trouver l'origine de par la possibilité de percevoir les vies passées ou même ce qui s'est passé dans l'enfance. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Ce n'est pas une astrologie de dualité, c'est une unité. Et c'est Extrêmement. super important parce que c'est vrai que quand on connaît un petit peu l'astrologie et qu'on rentre soit dans sa Desati, soit dans cette période de Saturne, ce Mahadasha, tout de suite on peut commencer à paniquer, se dire mon Dieu, c'est la catastrophe, il va m'arriver n'importe quoi, alors que en vérité ça peut être des périodes super
auspicieuse et très propice. D'ailleurs, si on décide de travailler avec cette énergie-là, qu'on décide de l'accepter et qu'on décide de se mettre en mouvement aussi en accord avec cette énergie-là. Avant qu'on commence, je te parlais du coup des mythes qui vivent en nous et qui vivent aussi au travers des nakshatras. Et je trouve que chaque planète, finalement, nous fait vivre une sorte d'histoire intérieure. Quelle histoire on est censé vivre? Et chaque histoire, à la fin, bon, même s'il y a des histoires toujours un petit peu tragiques, il y a toujours une leçon, en fait, au bout de l'histoire. Et l'objectif, c'est quand même d'accueillir cette histoire. Et dans l'histoire, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a toujours soit le copain sympa qui vient nous aider, donc qui peut être l'astrologue, soit c'est la situation qui va apporter une sorte d'éveil. Il y a toujours sur le chemin une sorte de maître qui va apparaître. Je pense à Frodon dans le Seigneur des Anneaux, qui va rencontrer Gandalf, qui va lui apporter certaines Ouais, c'est infos, ça. etc. Et il peut y avoir du coup aussi cette dynamique-là, c'est que quand on est dans ce désespoir, on a du coup cet astrologue qui peut venir et qui va du coup nous donner les remèdes comme tu mentionnais. Oui, c'est ça, c'est ça. Et le désespoir fait partie de ce qui doit être vécu. Mm. Encore une fois, ce n'est pas spirituellement correct si on cherche par la spiritualité à vivre des choses très, très sympas. Mais si vous êtes vraiment authentique et vous cherchez à vous éveiller, vous tomberez sur un désespoir à un moment donné. C'est obligatoire. Sauf si vous avez fait tout le travail dans la vie passée et qu'il vous reste que quelques éléments karmiques dans cette incarnation-là, certains vont vivre un éveil très rapide et très sympa, oui. Mais la majeure partie des gens vont être obligés de se confronter, bien évidemment, à des retours de karma qui vont, bien évidemment, euh, inviter l'être à se débarrasser de tous ces logiciels anciens, ces logiciels mentaux, ces logiciels égotiques, ces logiciels émotionnels. Et lorsqu'on retire tous ces logiciels, qu'on les met à la corbeille, eh bien, lorsque on les retire, qu'il y a un mouvement vers la corbeille, eh bien, ces énergies égotiques, émotionnelles et mentaux, eh bien, ces énergies-là vont hurler à la mort. Hurlent à la mort parce qu'elles sont là depuis des millénaires dans le fonctionnement de l'être humain. Donc, va être ressenti une ambiance de fin du monde, un désespoir, un enfermement. L'enfer, c'est l'enfermement, hein. On est enfermé, hein. Et dans cet enfermement, il n'y a plus aucune lumière. Ce qui reste, en fait, c'est juste soi. Il reste soi. On revient sur soi, et quand on revient sur soi, on ne se sent même plus. On n'a même plus de consistance. Mais pourtant, on a un mouvement de revenir vers soi, donc on sait qu'on existe. Et là, effectivement, l'astrologue qui peut être en face de vous et qui a déjà vécu cette expérience-là pourra vous dire que c'est normal. Ce que vous vivez, c'est une phase de, on va dire, de pré-éveil spirituel ou de post-éveil, puisqu'on peut avoir des grands mouvements de désordre psychique avant l'éveil et après l'éveil aussi. Hein. Mais l'astrologue, celui qui est éveillé, pourra vous aider, pourra vous dire ce qu'il en est, et surtout, avec la lecture de ces magnifiques Navagras, ces 9 planètes, pourra vous indiquer sur le plan des délais, sur le plan de la puissance de la souffrance, sur le plan des moyens correctifs, tout ce qui peut en fait être important pour vous. Oh oui, c'est extrêmement précis. En fait, c'est ça, il y a une grande précision. Et au niveau des moyens correctifs, du coup, est-ce que tu peux peut-être aborder l'intérêt de ces moyens correctifs dont tu parlais, donc ces mantras, ces yagnas, ces pierres, et comment est-ce que du coup ces moyens correctifs peuvent aider sur le chemin spirituel? Alors en fait, les moyens correctifs sont vraiment des moyens qui ont été précisés par ces rishis, hein, ils sont extrêmement clairs. Alors, il y en a de multiples. Moi, j'en utilise pratiquement que 3 voire 4 avec les yantras. Les yantras sont des représentations graphiques des planètes que l'on peut porter sur soi, sur des petits morceaux de cuivre. Voilà, ce sont des sortes de talismans énergétiques très puissants. Les moyens correctifs que j'utilise, moi, sont les mantras planétaires qu'on peut réciter ou écouter. Sont la lithothérapie védique, hein, c'est-à-dire les pierres précieuses ou semi-précieuses que l'on peut porter. Et puis surtout ce moyen correctif qui, à mon sens, est le plus puissant, c'est la possibilité d'assister à des pujas ou des yagyas, qui sont des cérémonies védiques très anciennes, qui permettent de vraiment de brûler le karma. Et le yagya est très, très intéressant parce que lorsqu'on pratique la méditation, on va vers l'être, on va vers le divin. Il y a un petit chemin, on va vers le divin. Lorsqu'on pratique les yagyas, on est à sa place et c'est le divin qui vient vers soi par l'intermédiaire des planètes.
En fait, c'est la planète qui est présente et qui descend à l'intérieur de nos champs de notre champ de conscience et même de notre habitation. D'une manière palpable, on peut sentir la densité de la planète dans la maison quand vous faites un yaga. Donc, le yaga est un moyen correctif extrêmement concret parce qu'il va durer le temps qu'il dure, hein. Nous faisons des yagas d'1 heure, 1 heure 1 quart, mais il peut y avoir des yagas qui se font sur plusieurs jours, hein. Eh bien, ces yagyas sont extrêmement précis parce qu'ils permettent de rentrer en contact direct avec l'énergie du divin. Et cette énergie, cette conscience du divin va être active, dynamique. C'est certainement la seule possibilité de contacter directement le divin pour qu'il agisse d'une manière dynamique et d'une manière surtout automatique. Automatique. Wow. Parce qu'on peut, dans notre sadhana, donc dans notre pratique spirituelle, appeler le divin, il peut ne pas venir tout de suite ou venir que de temps en temps lorsqu'il trouve que c'est le moment, hein. Et bien sûr, il agit en toute intelligence, hein. Mais dès qu'on pratique les moyens correctifs, on appelle le divin. Il vient vers soi. Même les mantras planétaires sont extrêmement puissants. Vous récitez des mantras planétaires. Si vous récitez le matin 108 fois les mantras planétaires de la journée, vous allez sentir des différences. Vous allez vraiment sentir une présence. Une présence. Même si vous portez des pierres précieuses ou semi-précieuses sur vous, vous allez sentir la présence. Donc ces moyens correctifs sont des dons donnés vraiment par le divin, par l'intermédiaire des rishis. C'est une grâce, en fait. C'est une grâce. La difficulté, c'est que lorsqu'on on donne des consultations, en tout cas, c'est ce qui m'arrive, je termine toujours par les moyens correctifs. Tout le monde ne pratique pas les moyens correctifs après. C'est dommage. Mais c'est vrai que c'est une culture indienne, hein, et nous sommes quand même en Occident et on peut comprendre que ça puisse sembler très bizarre en récitant des mantras, de brûler du karma. Je comprends que sur le plan de l'invisible, on n'est pas forcément au courant de ce type de mouvement du divin actif et qui peut vraiment agir, quoi. Mais moyen correctif, c'est ce qui fait que c'est une astrologie dynamique et transformatrice. Oui, c'est pas seulement on dit, bah voilà, il y a un problème, au revoir, Voilà. voilà, débrouillez-vous avec ça. Non, il y a vraiment l'idée de se dire, ok, on est actif de son incarnation et on peut mettre des choses en place pour du coup avancer. Oui, c'est ça. Être actif, c'est ça. C'est-à-dire que même celui qui insiste à sa propre consultation va être juste témoin de la consultation pendant le temps de la consultation, 1 heure et demie, 2 heures ou 2 heures et demie. Il va être témoin, il va être relativement passif, mais il va accueillir tout ce que le Jyotishi va lui donner par l'intermédiaire de la lecture de son diagramme natal. Mais on va inviter où va être invité celui qui a cette consultation après à se mettre en mouvement pour être actif, pour être déterminé, pour être dynamique, en mettant en place ces moyens correctifs, en faisant des consultations 1 fois de temps en temps, en fait, en posant toutes les règles d'une hygiène spirituelle qu'il va pouvoir mettre en place pendant plusieurs années pour vraiment détendre son karma. En même temps, parce qu'on n'est pas hypocrite, on sait bien que si on va dans le domaine de la spiritualité pour s'éveiller, c'est parce qu'à un moment donné, on veut transcender la souffrance et ne plus souffrir. Même si on va contacter la souffrance d'une manière intense, on veut ne plus la vivre à un moment donné. Ce qui est juste, hein. À un moment donné, le but, c'est de ne plus vivre la souffrance. Mais on doit passer par un sas où là, il y aura de la souffrance. Eh bien, la personne doit s'entreprendre. C'est vraiment le terme. S'entreprendre pendant de longues années si son karma est lourd, ou pendant de courtes années si le karma est assez léger, mais elle doit s'entreprendre pour transmuter, traverser son champ de bataille pour qu'à un moment donné, elle puisse se découvrir totalement. Mais là, il y a vraiment un rôle très actif de la personne. Oui. Ouais, enfin moi je trouve ça super pertinent parce qu'on a besoin d'être acteur de sa propre existence et
aussi, c'est bien d'être conscient de ce qu'on fait parce que, alors là, je parle de mon expérience personnelle, mais j'ai beaucoup de personnes qui portent beaucoup de pierres parce que ça, pour le coup, pour nous, occidentaux, c'est un petit peu plus simple que les yantras ou que les mantras. La lithothérapie, c'est assez développé en Occident. Et on peut avoir tendance aussi à porter des fois les mauvaises pierres ou à pas forcément toujours être en accord ou en synergie avec les énergies planétaires. Et c'est vrai que pour le coup, des fois, faire attention à ce qu'on fait comme remède, ça, voilà, c'est important d'avoir aussi ce discernement. Oui, 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 oui. Faut pas se tromper, oui, c'est vrai. Faut pas se tromper en matière de pierre, oui, effectivement. Il faut vraiment avoir les bonnes pierres, hein. Oui, oui, oui. Oui, ce qui est bien, c'est de travailler aussi avec des gens qui sont reliés au domaine de la pierre. Je travaille avec un ami qui vend des pierres qui est très, très réceptif et qui, lui, va ressentir avec grande subtilité quelle pierre on peut porter et ne pas porter. Ou plutôt ce qu'on peut porter pendant un certain temps. Parce qu'après, on pourra travailler sur d'autres, euh, sur d'autres pierres. Il est tellement subtil qu'il peut travailler sur les Vargas. En fait, on travaille souvent, pour ceux qui ne connaissent pas le Jyotish, sur un diagramme natal, le diagramme de naissance. On travaille sur un autre diagramme qu'on appelle le Navamsha ou le D9, qui est une division du diagramme natal. Et on peut travailler sur d'autres diagrammes qu'on appelle des Vargas. Et dans ces Vargas, les planètes sont placées différemment, avec des forces différentes, des emplacements, des dignités différentes. Eh bien, certains individus, comme cet ami que je connais, peuvent avoir une vision très subtile des pierres que l'on peut porter à certains moments, dans certains domaines de l'existence, pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, pas plus, pour en fait travailler tel ou tel domaine du karma qui est en train d'être activé pour le détendre. Et après, on repasse sur d'autres planètes après, avec d'autres pierres. Alors que dans le diagramme natal, si on l'avait regardé, on n'aurait pas utilisé ces pierres de cette manière-là. Alors là, moi, je ne suis pas spécialisé dans je n'ai pas cette sensibilité aux pierres qu'ont certaines personnes. Je pense que c'est vraiment une spécificité. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'utiliser les pierres comme moyen correctif parce que la lithothérapie, même occidentale, est connue depuis plusieurs dizaines d'années maintenant mais elle est très efficace, hein, très, très efficace, hein. Une efficacité incroyable. Surtout qu'on porte la pierre en relation, en contact avec la peau. Et lorsqu'on fait une cérémonie d'accueil des pierres, lorsqu'on l'a choisie, la pierre est vraiment activée. Et il y a une véritable géométrie sacrée qui va s'installer entre la planète, la pierre et soi. Ah oui, c'est très subtil, mais c'est encore une fois très, très puissant. Et c'est beau, et puis ça permet de voir aussi que les choses se font par étapes, qu'il n'y a pas genre un remède qui va rester avec nous Oui, toute notre vie. On peut voilà, passer par des phases, et ça c'est cool de pouvoir le voir aussi avec l'astrologie, avec les pierres, que chaque remède a son temps, chaque phase a son temps. Et finalement, ça nous fait un petit peu prendre du recul sur cette finalité qui est à la fois des hauts, des bas, qui est à la fois quelque chose d'assez circulaire. On passe par des choses et puis on doit le finir. Et il y a vraiment du coup cette image spirituelle qui ressort que quand on fait de l'astrologie avec un objectif matériel, de je vais faire de l'astrologie pour gagner de l'argent ou pour mmh. avoir une certaine réputation ou peu importe, bah finalement, on n'aboutit pas réellement à l'objectif du Jyotish et on peut même pas en tirer les bénéfices qu'on pourra en tirer parce qu'on ne part pas avec l'intention de vraiment partir dans cette quête spirituelle. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est la quête spirituelle. Encore que certaines personnes peuvent contacter un Jyotishi pour utiliser l'astrologie védique parce qu'ils ont des problèmes au sein de leur couple, au sein de leur boulot, ça arrive, hein. Euh, Ils n'ont pas foncièrement une démarche spirituelle, mais c'est bien de leur faire comprendre à travers la consultation que le but de toute incarnation, et ça c'est un dharma collectif, c'est de se retrouver. Si les gens ne se retrouvent pas dans cette incarnation-là, c'est pas grave, ils vont revenir et ils vont se trouver un jour. Mais ce qui est bien, c'est de se trouver le plus vite possible quand même. Il y a une certaine urgence, d'autant plus que le monde ne va pas si bien que ça. Et qu'on a besoin de rectifier par le plus grand nombre d'éveillés sur Terre, de rectifier cette lourdeur ambiante qui est en fait générée par un ego collectif qui est complètement, pardonnez-moi l'expression, taré. Il est taré, quoi. Il fait n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc, c'est bien, même par l'intermédiaire de la consultation, d'amener les personnes tout doucement à penser, à imaginer qu'ils ont droit à trouver un bonheur absolu, parce que le but, c'est le bonheur absolu. L'absolu, c'est l'absolu, c'est le divin, et que ce bonheur absolu peut être trouvé dans cette incarnation, même s'il y a encore du karma qui est un peu lourd. À partir du moment où ils vont plutôt se mettre en mouvement avec détermination
et qui vont pouvoir se faire conseiller par des personnes compétentes, parce qu'il faut toujours de l'aide. Il faut toujours un intermédiaire, toujours un intermédiaire. À ce moment-là, l'astrologue védique peut vraiment être un élément extrêmement important dans la vie de beaucoup de personnes, sachant que le dharma de l'astrologue, c'est d'amener les autres vers l'éveil. Mais alors, en toute simplicité, en toute humilité, vraiment. Pas d'une manière, pas d'une manière égotique, surtout pas, en toute simplicité. Et j'imagine que le dharma de l'astrologue, c'est aussi lui-même de s'amener vers l'éveil. Et on en discutait avant ce podcast. Tu parlais du rôle du Jyotish dans l'éveil même de l'astrologue. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les techniques que l'on apprend même sur le plan mental dans le Jyotish, ces techniques-là, lorsqu'on les apprend, sans qu'on s'en aperçoive forcément, ces techniques vont permettre à celui qui apprend ces dites techniques de se transformer à l'intérieur. Moi, je donne beaucoup de cours. Quand j'apprends des techniques, les maîtrises par exemple, les maîtrises qui sont la base de l'astrologie indienne, telle planète maîtrise tel ou tel signe, hein. Placé dans telle maison, il y a des maisons d'Ushtana, des maisons Kendra, Trikona, qui sont sympas, moins sympas, d'autres qui sont superbes et tout ça. Lorsque déjà on apprend le Jyotish, à travers les techniques qu'on apprend, elles vont nous transformer à notre insu. Et même lorsqu'on utilise des techniques, on utilise telle technique d'interprétation ou de prédiction, et il y en a de multiples dans le Jyotish, puisque le Jyotish peut être extrêmement complexe, hein. Il y a beaucoup de techniques qui sont à notre disposition. Mais à chaque fois qu'on utilise une technique particulière, par exemple, ça va nettoyer tel ou tel karma relié à tel niveau de conscience, à tel canot de conscience. C'est très intéressant. C'est très intéressant de voir que la technique en elle-même, lorsqu'on l'apprend, permet d'éveiller la personne qui va devenir astrologue. Et bien sûr, en même temps, lorsqu'on est en contact avec cette connaissance sacrée de l'astrologie indienne, on va rentrer en contact en fait avec le cœur des Védas, le cœur des Védas, qui est en fait la lumière. Les Védas, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un corpus de connaissances non intellectuelles. Ce sont des lois de la nature qui ont été perçues directement, sans mental, sans ego, par ces fameux maîtres, ces fameux rishis, qui nous ont été, cette connaissance a été transmise de génération en génération par des mantras, hein. Ça a été chanté par des mantras. Après, il y a quelques siècles, on a commencé à éditer des livres. Eh bien, lorsqu'on utilise le Jyotish, on ne pourra pas l'utiliser d'une manière égotique. Ça ne va pas fonctionner, ou très très peu. C'est-à-dire que le Jyotish, comme l'Ayurveda, le Stapatya Veda ou le Vastu, par exemple, lorsqu'on les utilise, on ne peut que les utiliser d'une manière naturellement simple. Si on les utilise pour faire beaucoup d'argent, pour avoir du pouvoir sur les gens, hein, parce que c'est une connaissance sacrée qui nous permet, nous, astrologues, d'avoir une vision complète de ce qu'a vécu l'âme, de ce qu'elle est en train de vivre et de ce qu'elle va vivre. C'est extraordinaire quand même, avec une lecture très simple. Eh bien, cette connaissance sacrée, elle va permettre, lorsque la personne l'utilise en tant qu'astrologue, cet astrologue va être nettoyé, purifié, élevé par, on peut dire, l'esprit du Jyotish, la lumière du Jyotish. Surtout que le Jyotish, ça veut dire science de la lumière, hein, c'est vraiment ça. Oui, oui, donc l'astrologue, celui qui apprend, s'éveille. Il s'éveille. Et moi, je donne vraiment des cours depuis très longtemps et je vois des gens qui suivent des cours de perfectionnement au fur et à mesure et qui s'éveillent progressivement. Et c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir. C'est que la personne s'éveille. C'est-à-dire que son ego lâche prise, le mental est beaucoup moins puissant, moins d'activité parasitaire, l'émotionnel s'apaise et puis surtout, le visage se transforme. La lumière commence à transparaître véritablement sur son visage et on a des êtres que je connais des étudiants, des étudiantes depuis plusieurs années qui sont vraiment, qui se sont éveillés, vraiment, se sont éveillés. Et en même temps, en apprenant le Jyotish, je leur ai dit attention, je pense vraiment à quelqu'un qui est très clair, quelqu'un qui est rentré dans la période de Ketu. Ketu qui dure, une période qui dure 7 ans. Ketu, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nœud sud de la Lune. Planète extrêmement puissante, introvertie, planète qui amène l'éveil spirituel.
c'est le mysticisme absolu. Elle crée des voiles, elle dévoile. Elle peut, en créant des voiles pour montrer là où on doit s'occuper, elle peut créer beaucoup de souffrance. Hein, c'est pour ça qu'elle est considérée comme maléfique. Hein. Eh bien, cet ami, cet étudiant qui est devenu ami depuis, il est rentré il y a 2 ans et demi dans la période de Ketu. Ketu est en maison 8. Waouh! Voilà, transformation, les points vulnérables, on fait remonter tout, quoi, ça dégorge. Quoi, hein. Et donc, il apprenait le Jyotish, donc en apprenant le Jyotish, il a vu sa période planétaire. Eh bien, en apprenant le Jyotish, il a pu voir que sa période arrivait, on a pu mettre en place des moyens correctifs avant que Ketu arrive, déjà, on prépare. Depuis qu'il est dans la période de Ketu, on a mis des moyens correctifs spécifiques. Donc, il traverse cette période de 7 ans et demi. Bien évidemment, au début, pendant un an et demi, ça chahutait hein, sur le plan de l'émotionnel, sur le plan du nettoyage intérieur naturel, puisque Ketu, lorsqu'il est puissant, il va faire remonter tout ce qui doit remonter. Eh bien, graduellement, il a pu s'éveiller. Et je l'ai eu hier au téléphone, il est radieux. Et il est dans la période de Ketu. Et Ketu est une planète qui amène l'éveil spirituel. Donc, par son propre effort de suivre des cours de Jyotish, donc en apprenant les cours, en apprenant les techniques, il a pu devenir astrologue parce que c'est un retraité aussi, il est astrologue. Il a pu mettre en place les moyens correctifs pour atténuer les souffrances qui peuvent être assez désastreuses de Ketu et progressivement, avec détermination et force, bien sûr, il a pu s'éveiller. Et là, j'ai affaire en face de moi à un type qui est dans la lumière totale. Et je l'ai rencontré pour la première fois il y a 5 ans. Il n'était pas du tout dans ce mood-là. Il était vraiment extrêmement cadenassé, coincé, en souffrance extrême. Donc là, encore une fois, on a la preuve que le Jyotish, lorsqu'on l'apprend, lorsqu'on le pratique et lorsqu'on l'apprend, c'est un outil d'éveil spirituel. Et même lorsqu'on est éveillé, parce que moi j'y suis depuis l'âge de 20 ans, à chaque consultation, ça continue. Puisqu'en fait, l'éveil, c'est la première étape. Hein, et après, il y a différents stades, différentes stations que l'on peut vivre. Eh bien, je vois bien que tous les 6 mois, si je fais le point sur ma nature spirituelle, sur ce que je suis, je vois bien que tous les 6 mois ou tous les ans, il y a encore des étapes qui ont été franchies et surtout par grâce aussi à la pratique des mantras parce que je continue à les réciter, à les écouter. Je fais des yagyas, je donne des yagyas, je fais des yagyas avec une autre personne. Donc, tout ça fait que je continue à progresser. Donc, je peux dire que j'ai réussi, entre guillemets, le but mystique de mon existence. C'est clair. Mais ça a vraiment été grâce au Veda, puisque dès l'âge de 16-17 ans, j'ai pratiqué la méditation avec des mantras védiques. Et le fait d'avoir découvert il y a 30 ans le Jyotish a accéléré d'une manière intense cette évolution spirituelle. Donc oui, je confirme, c'est une technique d'évolution spirituelle, d'éveil. Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, c'est incroyable comme image et comme parcours parce que les gens peuvent tout de suite se connecter à ce qui se passe chez les autres et se dire que pour eux aussi, c'est possible. Voilà, on n'est pas coincé. Et il y a cette connaissance qui est accessible, les Védas qui sont universels et qui sont accessibles à tous. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce terme-là, c'est encore juste ça. C'est accessible à tous et toutes, quel que soit le niveau de souffrance, quel que soit le niveau d'enfermement, quel que soit le niveau de karma qui est vécu, quelle que soit l'enfance toute pourrie qu'on a pu vivre, par exemple. Parce qu'il y a des enfances qui sont terribles. Hein. J'en ai vécu une terrible, je sais ce que c'est, quoi. Quelles que soient les circonstances, apparemment dramatique et réellement dramatique en même temps, eh bien, si on se met en mouvement grâce au Veda et surtout grâce au Jyotish, là, effectivement, on peut transmuter et aller très, très vite. Oui, oui. Je suis la preuve vivante que l'on peut, en fait, à travers une vie de souffrance, surtout dans l'enfance, on peut véritablement transcender le karma le plus lourd, mais vraiment le plus lourd, le transmuter et jaillir dans un espace intérieur qui est le sien, qui est le mien, qui est un espace de tranquillité, de simplicité, d'humilité et en même temps de tendresse. Parce que la tendresse, c'est l'élément prédominant.
Parce qu'en fait, on recherche toute cette tendresse, cette douceur de vivre à l'intérieur. On ne cherche pas juste l'éveil pour quitter la souffrance, même si c'est un aspect important. On recherche cet éveil parce qu'on recherche la tendresse, la douceur intérieure, la douceur intérieure. En fait, les aspects de la mère divine. Mm. Les aspects de la mère divine, représentés par Chandra, la lune, et Vénus, Shukra, dans le thème. Oui. Oui. Alors qu'au départ, j'ai une lune totalement faible. Et comme quoi, finalement, les affaiblissements planétaires, c'est des cadeaux aussi. C'est pas que des tares, on se dit, mon Dieu, j'ai ma planète affaiblie, c'est la fin des haricots. Non, en fait, c'est des super potentiels d'expansion. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais alors, si la planète est vraiment faible, si la Lune est vraiment faible, elle est débile dans le signe du Scorpion, si elle est vraiment là, elle est vraiment terrible, hein, eh bien là, il faut vraiment une grande force, une grande détermination. Mais si on a une grande dévotion, si on est sûr de son chemin, on y arrive, vraiment, on y arrive. Et on sera aidé. Et on sera aidé. Parce que, en fait, le fait d'avoir la possibilité d'avoir une consultation en Jyotish, ça fait partie du dharma déjà. Ça fait partie d'un aspect bénéfique du thème de la personne. Les personnes qui vont écouter ce podcast-là, sont déjà dans un dharma sympa, parce qu'ils écoutent des informations possibles qui peuvent transformer leur vie. Eh bien, ces informations-là ne sont pas des informations qui leur sont données au hasard. C'est le moment, parce que tout est à sa place, c'est le moment. Et il y a urgence en même temps à se sortir de difficultés. Mm. Vraiment ça, ouais. Vraiment ça. Ouais, tout arrive à point et finalement même cet engouement et ce développement de cette expansion, de cette connaissance védique, finalement, même si elle n'est pas encore accessible à tout le monde, elle l'est de plus en plus pour que du coup on puisse de plus en plus s'éveiller et avoir accès à cette vérité. Et c'est génial de pouvoir partager ça et de pouvoir aussi l'entendre, euh, voilà, d'être en contact là par exemple, de pouvoir échanger ensemble, pardon, je trouve ça incroyable. Oh oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Le Jyotish apaise, amène de l'espoir, à condition, bien sûr, d'être déterminé. Mais il amène un espoir qui est sans limite. Sans limite. Et j'en suis la preuve vivante, et j'ai des cas vraiment de clients et de clientes, bien que je n'aime pas le terme client-cliente, sont plutôt des amis qui vraiment ont basculé à travers un éveil, dans un éveil, alors qu'elles vivaient des situations, mais d'une complexité incroyable. Simplement, encore une fois, il faut du courage et de la détermination. Mais chaque âme, quel que soit le niveau de fonctionnement de l'horoscope ou du diagramme, quel que soit ce que l'on trouve dans le diagramme, l'âme a toujours une force incroyable. L'âme est d'essence infinie, illimitée. Il y a une détermination exceptionnelle. Donc tout le monde peut arriver à transmuter, transcender tous ces aspects les plus lourds. Et ben moi, je trouve que c'est une très belle phrase pour peut-être conclure ce podcast, du coup, sur le but spirituel du Jyotish. Est-ce que tu aurais quelque chose peut-être à rajouter pour conclure? Non, si c'était peut-être que ce que je disais tout à l'heure, même si vous n'êtes pas, si les auditeurs ne sont pas forcément intéressés par l'éveil spirituel ou par le mysticisme, moi je suis un mystique, donc c'est j'avais un désir presque excessif d'unité, de désir d'unité avec le divin, même si les personnes n'ont pas ce besoin très puissant d'éveil, ils peuvent commencer à se brancher sur le Jyotish pour répondre à leurs difficultés au quotidien, et progressivement, ils vont pouvoir ressentir peut-être une nouvelle impulsion intérieure. Oui, une nouvelle impulsion qui vont leur permettre d'aller vers eux-mêmes et vers cet éveil spirituel. Oui, ça, je crois que c'était ce que je voulais dire. Mais c'est important de le noter que finalement, même si on n'a pas cet éveil, on peut quand même se servir du Jyotish pour nos problématiques actuelles. Ça y répond, même si c'est pas l'objectif final spirituel, ça y répond quand même. Et du coup, si nos auditeurs veulent réserver une lecture avec toi ou faire un yagna à tes côtés ou aux côtés de Laura, qui est ta femme, qui réalise les yagnas aussi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, physiquement, j'habite à Bulle-et-Baronnie, dans la Drôme, pas loin de Vaison-la-Romaine, Avignon. Donc, vous pouvez venir à Bulle-et-Baronnie. Autrement, on a tous les renseignements sur mon site astro-anne.com.
astro-inde.com. Il y a toutes les explications sur les yagyas, les consultations, les cours, et il y a les coordonnées pour me contacter. Voilà. C'est génial. Eh ben, merci beaucoup, François. C'était un plaisir d'enregistrer ce podcast avec toi et j'espère échanger de nouveau avec toi très rapidement. Avec grand, grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt.